Bonsoir à tous, nouveau cours sous format vidéo lui aussi. Je vais traiter aujourd'hui donc de la question suivante. Nous sommes sur un grand champ, la littérature fantastique, les œuvres fantastiques en général, avec comme question pourquoi les auteurs écrivent-ils du fantastique, produisent-ils du fantastique? Et la réponse que j'amène donc depuis deux séances, c'est pour contrer la censure. Alors on a vu qu'on contre la censure sur les questions spirituelles, religieuses, qu'on contre la censure en affirmant la liberté des individus de s'exprimer, la liberté qu'ils doivent avoir de croire ou ne pas croire, ce qu'on appelle la liberté de conscience ou la liberté de penser. Ça c'est un premier champ. J'aborde maintenant un deuxième champ qui est celui de la sexualité. On aborde par la littérature fantastique la question d'une sexualité qui n'est pas forcément la sexualité autorisée par les pouvoirs en place. Je vous rappelle un terme qui est celui de libertin. Alors le libertin, ce n'est pas simplement celui qui a des aventures extra-conjugales. Le libertin, du latin libertinus, c'est l'esclave libéré, l'esclave affranchi. Le libertin, c'est celui qui fait fi, qui abandonne, qui se libère des règles contraignantes, qui sont les règles de la société, ça peut être les règles de la morale, ça peut être les règles philosophiques, ça peut être les règles religieuses, mais ça peut être aussi les règles de la sexualité. Le libertin ne restera pas dans les cadres du mariage, mais il ira hors du mariage connaître des aventures qui le regardent. Et donc, dans le domaine de la littérature fantastique, quand un auteur veut parler d'un sujet qui est celui de la sexualité, eh bien, il a des possibilités plus larges, plus grandes que dans la littérature réaliste, qui prend pour cadre simplement le monde normal. Eh bien, parce que comme cette littérature est placée sous le chapeau des choses qui n'existent pas, eh bien on peut parler plus librement de ce qui dans les faits existe, mais qu'on ne veut pas voir. Alors deux grandes subdivisions là-dedans. Il y a l'homosexualité et il y a la sexualité des religieux. L'homme d'église, la femme d'église, théoriquement n'a pas de vie sexuelle, puisque les prêtres dans l'Église catholique sont voués au célibat et les bonnes sœurs à la chasteté. Alors c'est pas tout à fait la même chose, puisque le célibat c'est de ne pas être marié et la chasteté c'est de ne pas avoir de relations sexuelles. Donc les hommes et les femmes ne sont pas traités tout à fait à la même enseigne, mais il n'empêche que théoriquement on n'a pas à écrire ou à parler de la sexualité des religieux, puisque théoriquement ils n'en ont pas. Mais, grâce à la littérature fantastique, ou à cause de la littérature fantastique, parce que nous parlons de choses qui sont hors du cadre normal, eh bien la question va pouvoir se poser. Et c'est tout à fait la même chose sur l'homosexualité. L'homosexualité qui est condamnée par l'Église, qui est condamnée en général par les systèmes aussi judiciaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette homosexualité, elle va pouvoir apparaître dans cette littérature fantastique puisqu'elle parle de choses qui sont censées ne pas exister. Les auteurs, pour contourner la censure, parleront de ce sujet-là grâce à ce surnaturel qui apparaîtra dans les textes ou dans les œuvres plus généralement. Alors je vous rappelle le principe. Le principe, c'est que si vous dites je pense que le pouvoir politique est corrompu, vous avez des ennuis avec le pouvoir politique. Si au contraire vous dites dans un pays lointain, là-bas où vivent les djinns, les géants et les licornes, en rêve j'ai rencontré une sorcière qui m'a dit que le pouvoir politique là-bas, dans ce pays magique, était corrompu,
tous les lecteurs comprennent bien que vous êtes en train de contester votre pouvoir local, politique, français en l'occurrence. Mais dans les faits, vous avez pris plein de masques, plein de solutions pour ne pas avoir d'ennui dans un pays lointain. Une licorne en rêve m'a dit que, bon, vous êtes en quelque sorte couvert, vous êtes protégé par ce surnaturel. Sous Louis XIV, les homosexuels sont arrêtés, sont dans le pire des cas roués, c'est-à-dire on leur casse les os avant de les brûler vifs. Donc c'est une interdiction totale que la pratique de cette sexualité-là. Donc évidemment, la revendication de l'homosexualité est tout à fait impossible. En revanche, dans la littérature fantastique, bien, elle apparaît en filigrane, en l'aspect caché, mais elle apparaît de manière très claire. Où et sous la plume de qui? Eh bien, nous allons voir tout d'abord un premier extrait dans le dossier de cours que vous avez reçu, que je vous ai distribué au début de l'année, sous la plume d'un auteur qui s'appelle Jacques Cazotte. Alors Jacques Cazotte, c'est un personnage tout à fait étrange et intéressant dans la littérature française. Il est l'auteur de contes fantastiques. Il est très célèbre juste avant la Révolution française, c'est un auteur très en vogue. C'est un auteur qui aura un destin un peu tragique et un peu étrange, parce que sous la Révolution française, il est resté extrêmement royaliste. Et même il a appelé les armées royales à renverser le pouvoir révolutionnaire, à redonner tout pouvoir au roi. C'était un royaliste absolutiste, enragé, pourrait-on dire, ce qui fait qu'il est arrêté une première fois par la Révolution, par les révolutionnaires, qui le condamnent à mort. Comme c'est cependant un écrivain très célèbre, il est gracié, et il appelle et il participe à une révolte nobiliaire armée qui tente de renverser la Révolution française. Il est de nouveau arrêté, il est de nouveau condamné à mort, et cette fois-ci il sera guillotiné. C'est à lui que l'on doit cette phrase: montant sur l'échafaud, il a dit « Je meurs comme j'ai vécu pour mon Dieu et mon roi ». Donc il était à la fois pour la primauté de l'Église catholique sur la société, mais aussi sur la primauté du roi sur tout autre pouvoir temporel. Et pourtant, dans un de ses textes les plus célèbres, qui s'appelle « Le diable amoureux », il va proposer une défense, en tout cas une situation, proposer un texte dans lequel l'homosexualité va s'exprimer de manière très très directe. Directe comme on peut le faire dans la littérature fantastique. Vous avez deux textes dans votre petit livret. Je vais les mettre en bas de cette vidéo, ces deux textes qui sont extraits donc du diable amoureux. Il y a une petite situation de départ où un jeune étudiant qui s'appelle Alvar fait le fin, fait le fier, fait le courageux, et puis dit moi les choses surnaturelles, les diables, les sorcières, tout ça j'y crois pas, ça n'existe pas. Et ses amis de l'université lui disent eh bien viens dans une grotte, dans cette grotte nous allons invoquer le diable. Oui, allons-y. Il est courageux, il n'a pas peur de ce genre de choses-là. Et puis arrive une sorcière qui va faire une invocation, qui va tracer sur le sol des signes magiques, va apparaître dans un tonnerre de flammes, de fumée, d'éclairs, une énorme et affreuse créature, sous forme de chameau, démoniaque, avec des escargots partout. Bon, créature très étrange. Et puis, quand la fumée va se dissiper, cette créature va apparaître sous la forme d'un petit jeune homme, d'une petite jeune fille, habillée en serviteur, qui va dire à Alvar, bon bah, tu m'as invoqué, maintenant je t'obéis, je te suis.
Et Alvar, qui se doute qu'il y a là derrière une sorte de conspiration de ses amis, qu'il y a là un effet pour se moquer de lui, va prendre ce petit serviteur au jeu, et puis va lui dire, bah, très bien, bah, tu veux me servir, ben voilà, allons-y, c'est parti. Bon, bah, tu vas me servir de valet. Et comme c'est un joli petit jeune homme, ou jolie petite jeune fille, on ne sait pas très bien, ben, il va l'appeler Biondetto, beau petit gars, mais en alternance avec Biondetta, ouais, belle petite jeune fille, on ne sait pas trop quel est son sexe, alors on alterne Biondetto, Biondetta. Et puis ben, le texte va se dérouler comme ça, il voyage, et puis il a ce serviteur qui lui colle au basque. Mais il y a quand même une fin de texte, il faut bien arriver à un moment à la fin, et la dernière page, ben, c'est le deuxième texte que vous avez, qui va justifier le titre, Le diable amoureux. Un soir, alors qu'on arrive dans une auberge, on est bien fatigué, eh bien Biondetta va dire à Alvar qui il est, puis nous allons avoir une scène qui est donc une scène que nous allons analyser. Donc, page 4. « Ô mon Alvar !» s'écria Biondetta. Alors j'insiste un peu sur les A ou les O, parce que quand c'est A, bah, c'est une fille, mais quand c'est O, c'est un garçon. Et je vous dévoile dès à présent le fond du texte, c'est qu'en fait, le diable, puisqu'il s'agit du diable, va parler de lui alternativement au masculin et au féminin. Sauf qu'à un moment donné, il y a un de ces deux genres-là qui va triompher, et on saura si c'est un garçon ou si c'est une fille. Mais quel est le problème? Ben, le problème, c'est qu'ils sont dans le même lit. Et que ce qu'ils font dans ce lit ne laisse absolument pas de doute. Ils sont en train de commettre l'acte charnel, ils sont en train de faire l'amour, ou ils l'ont fait. Et donc, si c'est Biondetta, bah, c'est pas le premier à avoir une relation sexuelle avec sa servante, c'est pas le premier garçon à se retrouver dans un lit avec une fille, mais en revanche, si c'est un garçon, eh bien Alvar n'est pas non plus le premier garçon à avoir des relations sexuelles avec son valet, ce n'est pas non plus le premier garçon à avoir des relations sexuelles avec un garçon, sauf que le problème c'est que ça vous mènerait de dire ce genre de choses-là au bûcher. Et donc il y a un jeu grammatical au A, garçon-fille, et il y a un jeu sur le diable qui va tantôt être désigné par des mots masculins, scandale, ou féminins, bon, c'est une affaire de sexualité comme il y en a tant d'autres. « Ô mon Alvar !» s'écrie Biondetta, donc une fille, « j'ai triomphé, je suis le plus heureux de tous les êtres. » Alors, si l'auteur voulait être clair, il aurait dit « je suis la plus heureuse des jeunes filles ». Mais comme son objet, l'objet de Cazotte, la volonté de Cazotte, c'est d'écrire un texte sur l'homosexualité, il désigne cette créature par un masculin. Je suis le plus heureux de tous les êtres. Oui, c'est un garçon. Alvar répond, nous dit, je n'avais pas la force de parler, j'éprouvais un trouble extraordinaire, je dirais plus, j'étais honteux, immobile. S'il est au lit avec une fille, pas vraiment de quoi être spécialement dans la morale de ce XVIIIe siècle, pas vraiment de quoi être très très honteux. Par contre, si effectivement c'est un garçon, alors là on est totalement hors des cadres de la morale et de la loi, et il y a de quoi être effectivement honteux. Elle, donc c'est une fille, elle se précipite en bas du lit, elle est à mes genoux, elle me déchausse. Quoi, cher Biondetta, dis-je, quoi, vous vous abaissez? Ah, répondit-elle, ingrat, je te servais lorsque tu n'étais que mon despote, laisse-moi servir mon amant. Bon, le diable est repassé dans une forme féminine, elle, dit-elle, bon, c'est une fille maintenant. Je suis, dans un moment, dit Alvar, débarrassé de mes hardes, de mes vêtements, mes cheveux sont ramassés avec ordre, dans un filet qu'elle a trouvé dans sa poche. Une petite remarque, un petit peu d'ordre
générale et historique. Bon, on dort avec des bonnets de nuit, dans des filets, on met ses cheveux dans des filets. Pour deux raisons, ça jusqu'au fin XVIIIe siècle, XIXe siècle, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il fait froid. D'abord parce qu'on se protège des rhumes de cerveau en mettant sa tête à l'abri du froid, mais pour une autre raison aussi, c'est qu'en fait, les cheveux, c'est une partie très problématique du corps humain. Pourquoi ? Bien parce que la Renaissance, le XVIIe siècle surtout, donc le siècle d'après la Renaissance, s'est aperçu par les quelques progrès, très petits progrès, mais enfin quelques progrès qu'il fait en médecine et particulièrement en chimie, s'aperçoit qu'il existe des corps invisibles. Alors ça, l'Antiquité le savait, mais parce qu'ils sont invisibles justement, c'était difficile à montrer. Donc il existe des corps invisibles. Et le problème, c'est que ces corps invisibles, eh bien, ils se trouvent un peu partout, mais singulièrement, ils se trouvent dans l'eau. Quand on observe avec les premiers moyens qu'on a de grossissement grâce à des lentilles l'eau, on s'aperçoit que l'eau grouille littéralement de tout un ensemble de petits corps invisibles à l'œil nu, et que ces corps invisibles à l'œil nu, ils permettent sans doute de transmettre des maladies. Alors le résultat, c'est qu'on s'approche de l'eau avec extrêmement de prudence, on n'en boit plus, c'est le triomphe et l'essor du vin, on fait boire même aux enfants du vin, parce qu'au moins on est sûr que dans le vin, qui est un produit fabriqué par l'homme, eh bien on pense qu'il y a moins de ces corpuscules invisibles que l'on trouve dans l'eau, mais surtout, évidemment, on va arrêter de se frotter avec de l'eau. Ce serait suicidaire, puisqu'il y a des corps invisibles dans l'eau, d'en mettre sur sa peau. Donc on arrête de se laver. Autant le Moyen-Âge, contrairement à l'image qu'on en avait, était une époque où les gens étaient extrêmement propres, parce qu'il y avait partout des étuves, c'est-à-dire des bains publics. Je ne sais pas où vous habitez, mais enfin, je suppose que dans votre ville, il y a quelque part une rue de l'Étuve, parce que, voilà, il y a des bains à chaque coin de rue, on se lave au Moyen-Âge. Autant à partir de la Renaissance, on cesse complètement de se laver. Vous savez cette anecdote que Louis XIV aurait pris un seul bain dans toute sa vie. Si un jour vous allez visiter Versailles, eh bien vous verrez que, en fait, quand il se lève de son vrai lit, parce qu'il a un lit d'apparat, où il va se coucher 5 minutes avant que ses courtisans arrivent pour assister au lever du roi, donc dans son vrai lit, quand il se lève le matin, ses serviteurs arrivent avec des serviettes et le frottent à sec pour ôter la crasse. Donc on n'a pas besoin d'eau, on se frotte et on ne se lave pas. D'où l'essor extrêmement important au XVIIe siècle d'un marché qui est celui du commerce avec l'Asie et le Moyen-Orient, parce que comme on ne se lave pas, eh bien on se parfume, parce qu'on sent mauvais. Je ne développe pas plus parce que c'est un peu hors sujet, mais si vous regardez les costumes typiques du XVIIe siècle, si vous tapez sur internet costumes XVIIe siècle, vous verrez que les individus ont des rubans partout sur leurs vêtements. Ces rubans, c'est une chose très simple, c'est que ça tient les parties des vêtements amovibles. Si vous êtes habillé comme nous sommes, nous, habillés maintenant d'un seul tenant, si vous avez quelque chose au-dessus, disons une chemise, quelque chose en dessous, disons un pantalon, quand il est sale, quand vous êtes sale, eh bien vous changez la chemise ou le pantalon. Au XVIIe siècle, on invente finalement le vêtement par morceaux. Quand votre manche est sale, vous ôtez le ruban de la manche, vous ôtez la manche, vous remettez une manche propre, vous remettez le ruban. Donc le ruban, les jambes de pantalon, etc. Tout tient par des rubans et tout se change comme ça par morceaux. La mode, elle tient compte de ce fait que les gens ne se lavent plus. Bon, ceci étant dit, tout ça sur une petite phrase du texte, donc il a ses cheveux mis dans un filet, se met un bonnet de nuit. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, les gens du XVIe siècle, ils sont chauves. Ils sont chauves. Quand on ne se lave pas, on peut se frotter la peau pour ôter la plupart des taches ou de la crasse, mais il y a un truc qui est très problématique, c'est les cheveux.
parce que les cheveux, on a beau les peigner, ils sont quand même relativement difficiles à ne pas laver. Quand on ne les lave pas, ça devient très vite difficile, donc on les ôte. Et si on les ôte, eh ben, on est chauve, ou alors, eh bien, on porte ces énormes perruques. Perruques à Louis XIV, énorme, vous tapez Louis XIV sur internet, vous trouverez le portrait officiel d'Horace Rigaud, dans lequel il a son énorme perruque. Sous Louis XV, nous sommes là sous Louis XVI, avec Cazotte, Louis XV puis Louis XVI, on préfère les petites perruques, mais en fait, n'empêche qu'on a des faux cheveux. Ou que ces cheveux, ben, quand on dort, on essaie au maximum de les protéger, de faire en sorte qu'ils ne se salissent pas trop, d'où des bonnets de nuit. Vous avez perdu le fil, moi pas, donc je reprends où j'en étais. Alvar est déshabillé par sa servante, par Biondetta, par elle, qui reste quand même le plus heureux des êtres. Et donc le voilà au lit. Elle fait avec la même promptitude, nous dit le texte, sa petite toilette de nuit, éteint le flambeau, et voilà les rideaux tirés. Lui et Biondette quelque chose se retrouvent dans le même lit. Voilà, l'acte d'amour est consommé. Après, alors, avec une voix à la douceur de laquelle la plus délicieuse musique ne saurait se comparer, ai-je fait, dit-elle, c'est une fille, le bonheur de mon Alvar, comme il a fait mon bonheur, comme il a fait le mien. Mais non, je suis encore la seule heureuse, il le sera, je le veux, je l'enivrerai de délices, je remplirai de science, je l'élèverai aux fêtes des grandeurs. Voudras-tu mon cœur, voudras-tu être la créature la plus privilégiée? Et Alvar passe au féminin. C'est-à-dire que jusqu'à présent c'était Alvar avec des termes de garçon, masculin, et Biondetta avec des termes féminins qui la désignaient. Et là nous avons renversement. Alvar devient une créature privilégiée, donc Alvar a changé de sexe, il va être désigné par des mots féminins, quand Biondetta, le diable, va être désigné par des termes masculins. Voudras-tu avec moi soumettre les hommes, les éléments, la nature entière? Oh, ma chère Biondetta, lui dis-je, qu'en faisant un peu d'effort sur moi-même, tu me suffis, tu rempliras tous les vœux de mon cœur. Non, réplique Biondetta. Biondetta ne doit pas te suffire, ce n'est pas là mon nom, tu me l'avais donné, il me flattait. Je le portais avec plaisir, mais il faut que tu saches qui je suis. Je suis le diable, mon cher Alvar, le diable. Alvar est passé au féminin, quand la jeune fille est passée au masculin. C'est le diable, c'est un masculin, c'est un mâle. Et donc Alvar se retrouve au lit avec un homme. En prononçant ces mots avec un accent d'une douceur enchanteresse, elle fermait plus qu'exactement le passage aux réponses que j'aurais pu lui faire. Cesse, lui dis-je, qui que tu sois, de prononcer ce nom fatal et de me rappeler une erreur abjurée depuis longtemps. Non, mon cher Alvar, ce n'est pas une erreur. J'ai dû te le faire croire, cher petit homme, il fallait bien te tromper pour te rendre enfin raisonnable. Votre espèce échappe à la vérité. Ce n'est qu'en vous aveuglant qu'on peut vous rendre heureux. Tu le seras beaucoup si tu veux. J'entends te combler. Tu conviens déjà que je ne suis pas aussi dégoûtant que l'on peut me faire voir. Et le diable parle évidemment de lui au masculin. Il est dégoûtant. Non pas dégoûtante, dégoûtant, c'est un homme. Bon, le texte va continuer. Alvar va résister, il va être déconcerté. Finalement, le diable va clarifier les choses. Mais, dis-moi, lui dit donc le diable, dis-moi, mon cher Belzébuth, je t'adore. Donc le diable veut que Alvar dise son nom, Belzébuth, et puis lui dise mon cher Belzébuth, le qualifie véritablement par ce qu'il est, un garçon. À ce nom fatal, quoique si tendrement prononcé,
Une frayeur mortelle me saisit, l'étonnement, la stupeur accablent mon âme. Je la croirais anéantie si la voix sourde du remords ne criait pas au fond de mon cœur. Bon. Épouvante devant ce qu'il a fait. Il a certes invoqué le diable, mais surtout il est au lit avec un garçon. Et le texte continue, il en abuse de ce trouble, il ne me donne pas le temps de revenir à moi, de réfléchir sur la faute dont il est beaucoup plus l'auteur que le complice. Et là, Alvar cède clairement et appelle le diable par son nom et surtout par son genre, il répété plusieurs fois, voilà. Bon. Lui, Alvar, garçon, parfois désigné par des noms féminins, est au lit avec un garçon qui, de surcroît, est le diable. Bon, je vous laisse lire la suite de ce texte par vous-même. Sur la page 5, vous avez le pendant féminin, à savoir Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est un auteur britannique qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui habite un château, et ce château se trouve être hanté. Et hanté par qui? Hanté par quoi? Eh bien par une autre jeune fille qui s'appelle donc Carmilla von Karstein. Si vous avez connaissance des jeux de rôle, et en particulier des jeux de plateau, il y a un jeu qui s'appelle Warhammer, et dans ce Warhammer, on peut jouer des nains, on peut jouer des hommes rats, on peut jouer des elfes, et on peut jouer des vampires. Et les vampires s'appellent von Karstein, et c'est tiré de cela, c'est tiré de Carmilla. Je vous laisserai le lire aussi par la suite, ce texte. La jeune fille, l'héroïne, discute avec Carmilla le soir dans sa chambre, et puis ça finit comment? Eh bien, elle était couchée, sa petite tête sur l'oreiller, ses mains frêles enfouies sous ma joue dans l'épaisse toison de ses cheveux, et elle suivait de ses yeux brillants chacun de mes mouvements avec un sourire timide et indéchiffrable. Brusquement, sans que je l'eusse quitté du regard, la silhouette parut avoir changé de place. Elle était maintenant près de la porte, plus près encore. Elle disparut, mais avant cela, eh bien, on a une petite scène dans laquelle je la sentis monter d'un bond léger sur mon lit. Les deux énormes yeux se rapprochèrent de mon visage. Soudain, une douleur glaçante, perçante, me traversa, comme si deux grandes aiguilles éloignées de quelques centimètres avaient troué profondément ma gorge. Les voilà donc dans le même lit, et vampire, donc, se fait mordre. L'homosexualité. Donc l'homosexualité, c'est le premier grand sujet qui, dans l'ordre de la sexualité, sera le sujet abordé par la littérature fantastique, et il y en a un deuxième, qui est donc une autre forme, on pourrait dire, alors c'est un jugement de valeur, déviante, qui dévie, ça par contre c'est pas un jugement de valeur, qui dévie des règles morales en vigueur dans ce XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la sexualité des prêtres, alors, et des bonnes sœurs. J'ai dit tout à l'heure que dans la religion catholique, les ministres, c'est-à-dire les représentants de Dieu sur terre, sont tenus au célibat, voire à la chasteté. Donc, sont tenus de ne pas se marier, voire de ne pas avoir de relations sexuelles. Ce qui, évidemment, est appliqué, et il faut vraiment tomber sur des textes fantastiques, c'est-à-dire qui racontent des histoires qui n'existent pas, pour que les prêtres aient des aventures amoureuses, ou que les bonnes sœurs en aient elles aussi. Ce qui fait que c'est le cas dans ce roman de Lewis. Alors Lewis n'a écrit guère que cela. Ce roman, il meurt très très jeune, il meurt à une vingtaine d'années, mais avant de mourir, il produit en 1796, c'est un Britannique, donc
Pour nous, c'est après la Révolution française, mais enfin pour lui, c'est juste à la fin du XVIIIe siècle. Il écrit un texte qui s'appelle Le Moine, et dans ce Moine, nous avons une situation tout à fait impossible, qui est le fait que un représentant de l'Église, en l'occurrence un moine, alors je ne développe pas plus que cela la différence qu'il y a entre un prêtre et un moine. Disons que le moine vit reclus dans une communauté monastique, mais en l'occurrence, il sert aussi de prêtre, le moine en question, il sert de prêtre dans le monastère voisin. Il est donc autorisé à entrer dans ce monastère pour dire la messe et entendre les confessions des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs qui vivent elles aussi en vase clos, mais entre femmes. Donc il est lui l'homme qui a le droit d'aller dans ce cloître, dans ce monastère de jeunes filles. Et il tombe amoureuse de l'une des bonnes sœurs qui ne l'aime pas du tout, elle qui est fidèle aux vœux qu'elle a prononcés, mais pour réussir à arriver à ses fins, Ambrosio va invoquer, grâce à une sorcière, Mathilde, il va invoquer le diable, et le diable, en échange de son âme, le diable va lui donner un objet magique, qui est une branche, une plante, dont l'effet est d'ouvrir toutes les portes. Donc il va, grâce à cet objet magique, il va réussir à ouvrir toutes les portes du monastère et aboutir à ses fins. Vous avez 3 extraits, pages 2, 3 et 4, de ce moine de Lewis. Le premier essai, c'est ce qui relève de l'invocation de la sorcière, par la sorcière du diable. Alors j'y reviendrai sur un cours suivant, pas le suivant, mais celui d'après encore, parce que cette invocation, elle est très intéressante. La sorcellerie, c'est finalement, dans ses pratiques, c'est la survivance des cultes antiques. Pour vous l'expliquer en un mot, qu'est-ce qu'une sorcière? Comment elle pratique la sorcellerie? Eh bien, on n'a évidemment pas beaucoup d'informations sur la question à la fin du Moyen-Âge, mais on a plaqué sur les sorcières ce que l'on savait sur les religions antiques, et en particulier sur ce qu'on appelle les cultes à mystère. Les cultes à mystère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est une pratique religieuse de l'Antiquité qui repose sur des initiations, sur des parcours, des épreuves, qui font que le croyant se rapprochait de la divinité par tout un ensemble d'épreuves, de chants, de sacrifices, qu'on appelait donc des initiations. Et on va plaquer ce qu'on sait sur ces cultes antiques, culte à Cybèle, la déesse de la nature, culte à Mitra, le dieu du soleil. On va plaquer ça sur la sorcellerie. Et quand on voit les sorcières agir dans la littérature, en fait, ce qu'ils font très souvent, c'est ce que l'on savait que faisaient les prêtres de l'Antiquité. Bon, c'est un petit peu complexe, j'y reviendrai dans un autre cours. Donc le premier texte, c'est l'invocation par la sorcière du diable, et le don de cette branche de myrte qui va servir à ouvrir toutes les portes. Le second texte, page 3, c'est celui qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il fait avec cet objet magique? Qu'est-ce qu'Ambrosio, le moine, fait? Eh bien, il ouvre la porte de la cellule, de la chambre de la jeune fille Antonia qu'il désire, et ce qu'il fait avec ne laisse absolument aucune place à l'imagination. De moment en moment, la passion du moine devenait plus ardente, la terreur d'Antonia plus intense. Elle lutta pour se dégager, ses efforts furent sans succès, et voyant Ambrosio s'enhardir de plus en plus, elle appela au secours à grands cris. L'aspect du caveau, la pâle lueur de la lampe, les objets funèbres
que ses yeux rencontraient de toutes parts étaient peu faits pour lui inspirer les sentiments qui agitaient le prieur. Ses caresses même l'épouvantaient par leur fureur. Cet effroi, au contraire, cette répugnance manifeste, cette résistance incessante ne faisait qu'enflammer les désirs du moine et prêter de nouvelles forces à sa brutalité. Les cris d'Antonia n'étaient point entendus, pourtant elle les continua, elle ne cessa de faire des efforts pour finir, jusqu'à ce que, épuisée et hors d'haleine, elle tomba de ses bras sur les genoux et eut de nouveau recours aux prières et aux supplications. Cette tentative ne réussit pas mieux que la précédente, au contraire, prenant avantage de sa position, le ravisseur se jeta à côté d'elle, il la serra contre lui presque morte de frayeur, et, harassé de la lutte, il étouffa ses cris sous les baisers, la traita avec la grossièreté d'un barbare éhonté, marchant de liberté en liberté, et, dans la violence du désir lascif, blessa et froissa ses membres si tendres. Sans faire attention aux pleurs, aux cris, aux prières, il se rendit peu à peu maître d'elle, et ne quitta sa proie que lorsqu'il eut consommé son forfait et le déshonneur d'Antonia. Donc, ce moine, qui théoriquement a fait vœu d'abstinence, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations sexuelles, a invoqué le diable pour assouvir sa sexualité, ses passions amoureuses, avec la bonne sœur Antonia. Alors, écrire ça, ce serait évidemment encourir les pires ennuis s'il n'y avait cette intervention du diable qui rend la chose impossible, puisqu'on sait bien tout de même au XVIIIe siècle que les interventions du diable relèvent du fantasme davantage que de la réalité, mais sur cela j'y reviendrai dans un cours encore ultérieur, mon cours sur la sorcellerie justement, sur ce qu'est une sorcière. Parce que nous sommes dans la littérature fantastique, on peut aborder une question toute simple, c'est: est-il normal que des individus ne pratiquent pas une sexualité minimale, n'aient pas les uns avec les autres des relations de cet ordre-là? Ce sera encore le cas au XIXe siècle dans un texte de Théophile Gautier qui s'appelle « La morte amoureuse ». C'est une histoire de vampire dans laquelle une jeune comtesse, qui est en fait vampire, va séduire un jeune moine pour boire son sang, certes, mais pour l'emmener dans toute une vie de débauche dans les palais vénitiens. La morte amoureuse, donc, de Théophile Gautier, c'est 1836. Alors nous arrivons au terme de ce deuxième cours qui a pour objet donc cette question: pourquoi les auteurs écrivent-ils des textes fantastiques? Cours qui amène donc la même réponse que le cours numéro 1, à savoir on se sert du surnaturel, on se sert du sujet fantastique pour se cacher derrière un sujet qui ne pourrait pas être abordé normalement, théoriquement, à cause des censures politiques, des censures judiciaires, des censures morales. On traite donc de du fantastique pour pouvoir parler d'un sujet interdit. Et en l'occurrence, c'est le sujet de la sexualité. Sexualité entre hommes ou entre femmes, l'homosexualité, ou sexualité des religieux entre eux, ou plus généralement de la sexualité des religieux. Alors pour terminer, je ferai un petit détour historique, cette fois-ci, sur justement l'homosexualité, et rappeler que cette homosexualité, elle a été interdite jusqu'à très récemment dans la plupart des pays européens. Le pays parmi les plus tardifs à la rejeter. Alors, entendons-nous bien, vous avez peut-être suivi l'actualité, Monsieur Vladimir Poutine, qui est le président de la Russie, nous sommes aujourd'hui en avril 2020, a fait une modification en mars 2020 de la constitution russe en vue d'interdire le mariage homosexuel. Donc il y a beaucoup de pays
dans le monde où l'homosexualité est passible de la justice, en tout cas de peine, d'amende, voire de la peine de mort. En tout cas, en ce qui concerne les démocraties. Un des pays, les derniers à avoir pénalisé très durement l'homosexualité, c'est la Grande-Bretagne. Vous avez peut-être entendu parler de ce grand informaticien qui s'appelait Turing, qui finalement s'est suicidé après avoir été accusé d'homosexualité. Mais de grands écrivains britanniques ont eux aussi les pires ennuis au début du XXe siècle, ont dû s'exiler, ont été condamnés aux travaux forcés parce que leur homosexualité a été dévoilée, ou parce qu'ils ont été tout simplement accusés devant la justice d'homosexualité et donc ils ont été condamnés. En France, la situation est moins directe, dans la mesure où le système judiciaire français n'a pas spécifiquement pourchassé les individus pour homosexualité. Les lois répressives existaient, mais la Grande-Bretagne a, jusque dans les années 70, véritablement mis en œuvre une poursuite des homosexuels, une interdiction active. Alors que la France n'a fait que les condamner quand, par hasard, elle tombait sur eux. Nous savons, par en particulier les rapports de police, qu'au début du XXe siècle, il y a un siècle donc, au début du XXe siècle, il y a eu des rapports de police qui ont expliqué comment fonctionnaient un petit peu les milieux homosexuels parisiens. On sait par exemple que des écrivains comme Colette, c'est un des très grands écrivains français jusque dans les années 50, son premier texte c'est Claudine à l'école, c'est 1902, c'est le dernier grand auteur de romans feuilletons en France. Colette appartenait à des cercles poétiques, littéraires, dans lesquels la question de l'homosexualité était abordée de manière très très librement, avec des poétesses comme par exemple Polaire, ou avec des écrivains comme Mardrus. Docteur Mardrus, c'est celui qui a fait la dernière traduction moderne, on va dire la première traduction moderne, celle qui est encore en vigueur, des Mille et une nuits. Les extraits que nous avons vus jusqu'à présent étaient de Mardrus, quand nous parlions des Mille et une nuits. Donc, bon, dans les salons parisiens, certes, plus libérés peut-être, moralement, l'homosexualité se pratique, mais nous savons aussi qu'il y a des lieux particuliers où se réunissent les homosexuels à Paris. Nous savons par exemple que les Champs-Élysées sont un lieu particulier, par les rapports de police, donc, sont un lieu où les homosexuels se retrouvent, parce qu'il faut imaginer que en fait, les Champs-Élysées en ce début du XXe siècle sont encore très, on va dire, boisés, sauvages. Il y a des parcs le long des bâtiments, des rues, et la conséquence c'est qu'on peut s'y retrouver de manière relativement discrète. Un autre grand lieu, c'est Vincennes, le château de Vincennes. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord c'est un grand parc de Vincennes qui existe encore, mais aussi c'est parce que se trouvent à Vincennes les casernes de la ville de Paris. Et on sait que c'est là que les Parisiens viennent rencontrer des individus qui vivent qu'entre hommes, à savoir les militaires français. Donc il y a tout un ensemble de rapports de police sur la relation entre les militaires français et le reste de la population qui se retrouvent dans le bois de Vincennes. Et puis nous savons enfin que le troisième grand lieu de l'homosexualité parisienne, c'est les pissotières, ce qu'on appelle pudiquement les Vespasiennes, c'est-à-dire les toilettes publiques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, elles sont de forme triangulaire. C'est un peu, ou si vous voulez préférer, circulaire. C'est-à-dire que pour les jeunes filles qui m'écoutent et qui ne sont jamais entrées dans un urinoir masculin, il se trouve que
elles sont donc à 3 entrées et que les personnes qui sont dedans se font face. C'est-à-dire, en gros, il y a 3 urinoirs, et ces 3 urinoirs sont de forme circulaire ou triangulaire, et donc on se voit, on s'observe entre personnes qui sont dans ces Vespasiennes. Alors, soit on y vient pour soulager la nature, et donc ça prend quelques instants, soit au contraire on y reste. Et les rapports de police disent donc que quand des hommes entrent dans les urinoirs et y restent un certain temps, c'est qu'en fait ils ne sont pas là pour uriner, mais qu'ils sont plutôt là pour engager la conversation. En quoi est-ce que ça dérange au début du XXe siècle l'homosexualité masculine? Et c'est là que je dis qu'il y a une différence entre, par exemple, la Grande-Bretagne, où il y a une politique très active de chasse aux homosexuels pour des raisons morales, et la France, où il n'y a pas du tout cette chasse, où la loi condamne l'homosexualité, mais on ne met pas en place une politique très active pour les pourchasser. Pourquoi est-ce que ça dérange? Eh bien, ça dérange pour des raisons politiques. C'est politique. C'est tout à fait sidérant et étrange de voir que ce dont on a peur dans les rapports de police dans les rapports homosexuels, c'est en fait de la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est que la lutte des classes? Cette idée qu'il y a une société qui est hiérarchisée entre les couches défavorisées de la population et les couches favorisées, et ce dont on a absolument peur, c'est de la relation qui pourrait se créer entre un bourgeois, quelqu'un qui appartiendrait à une société assez élevée, et un prolétaire, c'est-à-dire un ouvrier. Et on a peur que l'homosexuel, qui serait nanti, qui serait riche, qui serait d'une classe supérieure, et qui aurait un ami dans les classes inférieures, et bien que ce bourgeois, il prenne fait et cause pour les classes inférieures. C'est finalement la jonction entre la bourgeoisie et le prolétariat qui serait permise, et c'est un renversement, quelque sorte de domination qui est désigné par les rapports de police. Le bourgeois qui domine les classes populaires par son argent, eh bien, pourrait lui se trouver dominé par sa sexualité, par au contraire un ouvrier. Et ça, on trouve ça tout à fait inacceptable. Donc ce ne sont pas des raisons morales qui font que l'homosexualité est condamnée, mais c'est bien des raisons politiques. Bon, c'était une parenthèse, mais bon, il faut comprendre aussi que la littérature fantastique, elle s'exprime sur la question de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans des sociétés qui sont des sociétés dans lesquelles le sujet de la sexualité est tout à fait impossible à aborder. Bien, voici pour ce second cours. Nous en aurons un troisième bientôt, qui abordera la troisième question de la censure. On écrit du fantastique pour contrer la censure vis-à-vis de la religion, la libre pensée, pour contrer la censure vis-à-vis de la sexualité, et on écrit du fantastique pour contrer la censure vis-à-vis du pouvoir politique, plus généralement. Bien, bonsoir à tous.